Salut, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Nouveau qui aujourd'hui, on va parler d'un petit chouchou de Twitter d'ores et déjà. Son nom a déjà commencé à pop-up un petit peu partout. Et pour ce faire, je suis avec Hugues, le chanteur que vous retrouvez en tournée dans toute la France. Comment ça va, mon Hugues? Eh ben écoute, ça va très très bien. Manu est avec nous, la voix de la sagesse. Oula. Bonjour. Quasiment présidentiel, c'était magnifique. On va parler de Danny Wolf, l'intérieur, aussi ce sera débat, mais le joueur en tout cas américain-israélien. Dis-nous un peu qui est-il, Manu? Ouais, t'as tout dit, américano-israélien. Il joue avec les sélections jeunes israéliennes. En tout cas, il a notamment fait le tournoi U20 l'année dernière. Et j'avais eu l'occasion de le voir sur un match amical contre l'Espagne durant le championnat du monde U17 où on était allé le voir notamment avec Alan. On avait un jour de pause, on n'avait pas vu assez de basket. On était allé à Gibraltar le voir. C'était assez, on ne sait pas pourquoi on a fait ça, mais bon bref. Et du coup, j'avais eu l'occasion de le voir, ce monsieur-là. Et donc ouais, israélien, en FIBA, il est tout aussi fort qu'en NCAA. Il enchaîne les doubles-doubles, c'est assez incroyable. Donc, il a commencé sa carrière universitaire à Yale avant de cette année transfert à Michigan. Un transfert gagnant parce que, comme tu l'as dit, c'est un nom qui revient très régulièrement depuis le début de saison. Beaucoup moins l'année dernière, alors qu'il était tout aussi fort l'année dernière, mais il jouait dans la meilleure conférence de NCAA, qui est l'Ivy League, la Ligue des nerds. C'est incroyable. Allez voir, c'est vraiment fantastique. Et du coup, là, ouais, Michigan, et il est vraiment très intéressant, une nouvelle fois, dans un rôle un peu plus différent qu'à Yale. Wolf, je sais pas comment on dit exactement, plutôt Wolf. Je peux l'appeler comme ça, Danny. Cette année, c'est 11,8 points, un peu plus de 10 rebonds, 3,8 passes, le tout à 56% au tir au global, 29% à 3 points et 63% au lancer franc. Hugues, il joue à Michigan depuis cette année, c'est sa 3e année. Ça joue comment les Wolverines cette année? Wolverines, cette année, écoute, ils ont changé de coach. Ils sont allés récupérer Dustin May, qui avant était avec Florida Atlantic University, donc FAU, les Owls, qui est allé en NCAA au Final Four. Donc un coach très sur la montée, très séduisant. Et Dustin May, en arrivant à Michigan, il a réussi à convaincre avec, je pense, un joli paquet de dollars, notre ami Danny Wolf. Et en même temps, il a pris dans sa besace Vladislav Goldin, le russe, le pivot qui était son pivot star. Et il allait aussi chercher des transferts. Il allait chercher Trey Donaldson, qui était à Auburn, meneur de petite taille assez athlétique. Roddy Gale Jr., qui était un joueur qu'on avait beaucoup suivi à Ohio State, et Nimari Burnett, alors lui qui était déjà l'an dernier, mais qui est un ancien de Texas Tech. Donc on allait prendre des gros athlètes et on allait chercher aussi des shooters. Donc on a un jeu à Michigan où ça y est, ça se met en place, les joueurs commencent à se connaître, beaucoup de mouvements, avec un Danny Wolf, on va en parler tout le long de l'épisode, qui est initiateur de jeu, qui porte beaucoup le ballon, qui joue des pick and roll grand, et de la transition après une forte défense avec des Roddy Gale, des Trey Donaldson, des Nimari Burnett, en gros athlètes qui vont se projeter vers l'avant. C'est une équipe pour le moment qui a une difficulté sur le spacing, parce que tous les joueurs peuvent en mettre, mais tu as peu de spécialistes, à part peut-être Will Tcheche, j'arriverai pas à le dire, Will, qui shoot, mais sinon Nimari Burnett c'est streaky, Roddy Gale c'est streaky, Trey Donaldson c'est streaky aussi, donc et Danny Wolf, tu l'as dit sur les pourcentages, on en reparlera un peu après aussi, c'est pas ultra fiable, et Goldin est non shooter, donc voilà, un spacing global complexe. Donc du beau mouvement de jeu, beaucoup d'écrans, une forte défense, mais un problème au tir à 3 points en général. Eh ben super. Manu, on va commencer avec toi. Comment c'est devenu et pourquoi Danny Wolf est devenu ce chouchou des internets?
Pour moi, son point fort, c'est ce qui me saute un peu aux yeux dès que je le vois, c'est que pour un gars, donc on rappelle un peu son physique, c'est 2,13 m, il doit être à 120 kilos, quelque chose comme ça, quelqu'un qui est large, qui est vraiment, et pourtant qui est vraiment fluide sur ses appuis aussi, il se déplace très très bien, et du coup, j'en arrive à son point fort, pour moi, c'est vraiment la passe. Je trouve que c'est quelque chose qui est ultra valuable chez lui et de plus en plus chez les intérieurs NBA. Aujourd'hui, les bons intérieurs NBA, ceux qui sont titulaires et qui finissent les matchs, deviennent tous de plus en plus ces passeurs playmakers. Et ça, lui, il l'a déjà. Il l'a déjà, et c'est un joueur qui est assez jeune encore, c'est un 2004, donc il a 20 ans, il va avoir 21 ans. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi très diversifié. C'est quelqu'un qui est capable de jouer le pick and roll avec son compatriote, son compère sous le panier qui est plus grand que lui, qui est annoncé à 2,16 m. C'est un garçon qui peut faire du kick-out, qui peut passer sur les cuts, qui peut faire du high-low, très bonne chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, en NBA, c'est quelque chose qui est super valuable, et moi les intérieurs, c'est quelque chose que je regarde de plus en plus, du coup, à savoir est-ce qu'ils ont ce côté passeur sans être un playmaker incroyable, mais voilà, est-ce qu'il peut faire autre chose que simple run ou ce genre de choses. Et du coup, moi je trouve que c'est assez intéressant chez lui. Je le rappelle, il a un peu moins de 4 passes décisives par match. Donc pour un joueur qui joue intérieur de base, c'est quand même assez top. Et c'est une statistique qui monte chaque année chez lui. 0,6 passe sur son année freshman avec Yale, 2,4 l'année dernière. Et là, cette année, après 12 matchs, il est à 3,8. Donc pour moi, c'est ce point-là qui est super positif chez lui, c'est la passe. Hugues, quelle autre qualité il a, ce jeune homme? Je viens de rendre compte, entre parenthèses, là, entre deux, que s'il était resté à Yale, j'aurais pu chanter À cause des garçons. Et je pense que c'est dommage pour le monument. J'étais là à me dire, c'est bon, il ne l'a pas sorti parce que j'y ai pensé tout à l'heure en me disant je vais tourner avec toi. Et si, Ouais, je ferai un best-of à la fin de l'année si vous voulez. Sortirai une album compile à cause des garçons, juste pour vous, pour l'acte manqué. Pour revenir sur Danny Wolf, je vais aller sur le dribble pour la taille, ce skills de création. On a un garçon qui est donc droitier, capable de partir. Pendant que j'essaie de pas regarder le chat parce que sinon je vais mourir, donc droitier qui peut partir main droite, qui peut partir main gauche, qui peut changer de vitesse pendant son drive, qui peut changer la longueur de son dribble, qui peut changer de direction, qui peut changer de main, qui est évidemment capable de passer en mouvement avec des passes pour le dunking spot quand vous avez un joueur qui va faire la rotation, une passe en manipulation visuelle dans le corner, en kick, et puis qui a aussi assez de skills offensifs pour marquer sur les 3 niveaux, sur tous les secteurs de jeu, et du coup, il est toujours bien défendu. Si vous lui laissez de la place, il peut vous partir sur un pull-up à mi-distance ou un runner. Si vous lui laissez pas d'espace, mais il peut vous prendre de vitesse et aller terminer au panier. Il peut tirer depuis le périmètre. Donc vraiment, c'est un joueur qui a tous les outils en main et le dribble suffisant pour se créer absolument ce qu'il veut. On avait un joueur qui allait pas forcément beaucoup au cercle à Yale et encore cette année à Michigan avec un spacing réduit, mais quand il y va, il trouve des fautes avec un free throw rate à plus de 40% lorsqu'il va au panier. Et vous avez aussi un joueur qui perd peu de ballons, notamment sur les situations pick and roll porteur. Donc voilà, il a un skills quasi unique dans cette cuvée de draft, quasi unique de façon générale en NBA, même s'il y a de plus en plus de grands qui portent le ballon, mais être capable d'autant dribbler et de créer de choses balle en main pour un mec de 2,13, c'est quand même très rare et on sait que ça s'achète très très cher. Donc juste pour ça, faire des trucs de meneur, même des choses plus de meneur que son meneur de jeu Trey Donaldson, en faisant 2,10 m, 2,13 m, et ben ça va s'acheter. Manu, je vais te relancer parce que il n'a pas que la passe et que le dribble. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, notre ami Danny? On en parlait un petit peu avant d'enregistrer entre nous sur ces points forts à mettre en évidence. Et moi, j'étais parti sur
globalement en fait sa polyvalence offensive. Et là, bon, ce qu'a dit Hugues, ça rejoint tout ça parce que c'est un joueur qui est capable du coup de passer, comme je l'ai dit, et il y a du drive, il y a du jeu au poste un petit peu, ça devient un peu plus présent dans son jeu en tout cas. C'est présent par flash. Il y a un peu de tir aussi. C'est vraiment un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses en attaque et en fait, il est quasiment toujours valuable et toujours positif. Du coup, ça le rend vraiment encore plus intéressant d'avoir toute cette polyvalence. En fait, il joue pour un meneur, sauf qu'il fait 2m13. Donc, je ne sais pas son passé, s'il a grandi d'un coup et du coup, ça a pu jouer un peu là-dessus ou s'il jouait peut-être plus. Enfin, il a toujours joué aux États-Unis, donc ça me paraît bizarre. Mais voilà, je ne sais pas, il a ce truc en plus, polyvalence, qui est absolument pas quelque chose qu'on pourrait penser chez un intérieur de sa taille. Ce qui est fou, c'est qu'en première année à Yale, il joue pas. Alors je sais pas si c'est physique ou pas, j'avais pas vu d'explication, mais sa première année à Yale, il joue 7 minutes par match, alors qu'en termes de skills, quand il arrive en deuxième année, il a 31 minutes par match. Donc il a tout explosé entre son année de freshman et sophomore, où il est devenu d'un random de l'équipe à la pièce maîtresse de son équipe. Et aujourd'hui, il est en high major, d'un des plus gros programmes universitaires, en tout cas d'un programme ultra important, avec la plus grosse responsabilité offensive de l'équipe en termes de choses qu'il doit faire sur le terrain. Donc c'est assez exceptionnel ce développement. On a été assez exhaustif sur les qualités. On va parler des choses à travailler ou améliorer d'ailleurs. Manu, tu vas partir sur quoi? J'ai un peu effleuré le sujet là tout à l'heure. Moi, son point faible ou point amélioré, ça va être le tir. Parce qu'on en a parlé tous les deux, on disait que il peut tirer, effectivement, il peut tirer. Sauf que quand on regarde les pourcentages, c'est pas très très glorieux. Il a 29% cette année à 3 points sur à peu près 3 tentatives par match. Et globalement, sur ces 3 saisons, il a 32%. Donc c'est pas foufou. Et quand on regarde ces chiffres au lancer franc, c'est encore un peu plus négatif, où il est à 70% sur ces 3 saisons, et cette année, il est à 63%. Donc c'est même pour un pivot de sa taille, c'est pas glorieux. Pourtant, quand on regarde les matchs, on se dit qu'il fait peur aux défenses adverses parce qu'il est défendu. C'est un joueur qui peut mettre dedans en fait, et du coup c'est assez étonnant de le voir que finalement pas tant que ça. Ces matchs sont assez à 3 points en tout cas sont assez limités, et même si du coup dans son rôle il y a un peu plus de porteur de balle, mais il tire à 3 points. Mais finalement ce qui l'aide sur cette statistique, le 29%, c'est qu'il a fait 2 bons matchs consécutifs contre Wisconsin et Xavier, où il fait 2 sur 4 et 4 sur 5. Mais autrement, c'est 0 sur 3, 0 sur 2, 0 sur 2, 1 sur 4, 0. Donc c'est pas. Il faut qu'il trouve de la fiabilité dans son tir, que ce soit aussi bien sur lancer franc qu'à l'extérieur. Et je le répète à chaque podcast, mais le tir est l'une des choses les plus simples à travailler. On a encore eu un exemple avec Ryan Dunn lors de la draft dernière. Et du coup, je suis pas forcément inquiet parce que je me dis qu'un 70% au lancer franc, c'est pas déconnant. C'est moche, mais c'est pas déconnant pour un mec de 2m13 et de son physique. Donc, et l'année dernière, il fait 34-35% à 3 points avec Yale sur quasiment 3 tentatives. Donc, en fait, si ça se transfère en NBA, un pivot qui shoot à 35%, je pense que les équipes signent parce que c'est quelqu'un qui va du coup apporter ce spacing, et de par son jeu où il est capable de driver au cercle en plus et de passer, et il va être obligé d'être défendu où qu'il soit sur le terrain. Donc les statistiques sont pas incroyables. Du coup, c'est un point faible quand même. Mais il y a quelque chose à gratter. C'est pas forcément si négatif que ça. Enfin, pour moi en tout cas. Hugues. Ouais, je complète là-dessus rapidement sur le tir, parce que je suis totalement d'accord avec vous, je vous rejoins. Mais premier truc, je trouve, c'est que quand on regarde des matchs, là je me refais des extraits de Michigan, c'est pas sa première attention le tir.
Je vais pas faire la comparaison Jokic parce qu'il n'est pas Nikola Jokic, mais sa première intention, ça va être de poser la balle au sol et de créer du jeu. Et les rares fois où les défenses, en fait, vont ne pas le respecter sur le tir extérieur, bah, on a ce truc, il regarde le cercle, il se dit, ah ouais, ils viennent pas, et après, il tire. Je pense qu'il va savoir tirer en termes de développement. Il a la distance, il a de la régularité sur le geste, mais il faut juste qu'il se dise, des fois, je regarde le cercle en premier et ensuite je crée du jeu, plutôt que se dire, est-ce que je peux faire une belle passe, une belle action et créer des décalages avant de shooter. Et en plus de ça, le spacing, j'en ai parlé sur du contexte. C'est vrai que il n'a pas énormément de shooters sur le terrain. Le meilleur à côté de lui, je ne saurais même pas dire si c'est Ronnie Gale ou Nimari Burnett ou Trey Donaldson, mais enfin, je pense que c'est le cheater qui sort du banc. Et sinon, c'est assez limité, donc il va plus être défendu en tant que seul shooter quand il n'a pas le ballon dans les mains. Et ça lui arrive assez peu souvent de ne pas être impliqué dans un système offensif où au moins il pose pas l'écran. Parce que même s'il va pas toucher la balle du tout du système, bah, il va te poser 4-5 écrans sur des horns et il va être le point focal avant que Goldin reçoive la balle dessous et dunk. Donc ça crée aussi de la fatigue et de l'importance dans le jeu, ou peut-être qu'au niveau supérieur, il aura plus de situations sur des functions en catch and shoot dans les corners où il pourra dégainer facilement. Hugues, tu étais parti sur une autre chose à travailler, toi, non? Ouais, c'est plus une question que je vais me poser toute l'année et que je vais vous poser à vous et aux auditeurs. C'est une question que j'ai régulièrement dans chaque QV. C'est Danny Wolf, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un poste 4? Est-ce que c'est un poste 5? Parce que c'est pas la même problématique et c'est pas la même valuabilité si je fais un vieux franglais bien moche. Jabari Smith, j'avais posé la question il y a quelques années et d'autres encore, c'est que là pour le coup on a un joueur qui a fait un an à Yale, parce que je compte pas l'année freshman, un an à Yale où il joue pivot, pur pivot, et défensivement il défend sur une défense de drop, protecteur de cercle, dans une conférence plus faible, sans vouloir manquer de respect à l'Ivy League que Manu aime, mais avec des moins bons basketteurs et moins bons athlètes. Là, cette année, il joue poste 4 quasi exclusivement. Et défensivement, il va être moins sur du drop, mais sur du switch et sur du blitz. On le voit monter parce qu'il a une très belle mobilité, il a une très belle latéralité, une belle bonne rotation des hanches, il est très agressif pour blitzer, mais je le vois moins défendre son cercle. Il est plus à l'aise dans la protection de cercle de second rideau, où il va venir sur du contre, il va venir faire la rotation, c'est un bon rebondeur, mais il a moins de pression que quand il est à Yale et qu'il joue poste 5 pur. On a un joueur, vous l'avez dit tout le long, et c'est vrai que c'est toi, Pierre, qui nous a fait souligner aussi la faible efficacité au shoot malgré l'aspect visuel. Quand tu es poste 5 et que tu as 35%, à 3 points, tu es content, c'est bien, tu donnes du spacing et tu fais de la passe. Quand tu es poste 4 et que tu as un autre non-shooter en NBA, parce que la NCAA, on sait que c'est une ligue encore d'intérieur, c'est plus compliqué. Donc voilà, est-ce que Danny Wolf, dans ce corps qu'il a, avec cette masse musculaire, cette morphologie, il peut être un protecteur de cercle, le nouveau Brook Lopez que tout le monde attend depuis 10 ans et qui n'arrive peut-être finalement jamais? Ou bien est-ce que c'est un second intérieur de très grande taille, ce qui se banalise de plus en plus en NBA, avec des skills extérieurs, mais on n'est pas sur un 5 ultra mobile? Parce que Alex Sarr, pour ça qu'Alex Sarr a été acheté numéro 2 et Victor encore plus haut, numéro 1. Donc ça va aussi, je pense, beaucoup jouer sur sa cote à la fin. Est-ce qu'on va le considérer loterie parce que poste 5 passeur extérieur, ou est-ce qu'on va le considérer fin de premier tour, second tour, parce qu'en fait, juste grand, mais qui se paye pas assez pour un poste 4? J'ai presque envie même de me poser la question pour lui, globalement, quel est son poste en fait? C'est peut-être même là la question pour Danny Wolf, parce que dans certains, alors j'ai vu certains commentateurs américains dits spécialistes de draft se demander si c'était pas en fait le premier garde seven footer depuis Ben Simmons finalement. Donc c'est vrai que la question du poste pour Danny Wolf en tout cas va forcément se poser. Et je te rejoins, je le vois plus aussi sur un poste 4 ou 5 et ça dépend de comment tu veux le faire évoluer. Manu, t'as une idée sur tout ça ou pas?
Je réfléchis en même temps que vous parliez. Moi, c'était tout de suite un 4-5, hein, donc je m'étais pas projeté plus, mais globalement, je pense qu'au fait, de par ses qualités, ça va être un 5. Même s'il n'a pas la protection de cercle attendue, plus du contre, où il a un peu plus d'un contre par match, ce qui est bien, mais pas incroyable. Mais en fait, de par ses qualités de switch, il a rappelé Hugues de switch, de drop. Du coup, ça veut dire qu'il peut défendre le pick and roll dans une ligue ou NBA où aujourd'hui tout passe par le pick and roll. En fait, par ces deux choses-là, cette défense switch et pick and roll, et un peu de protection de cercle, comme Hugues l'a rappelé aussi, même si c'est hors compte, vraiment, c'est de par plus son physique, en fait, moi, je le projette surtout comme un 5. Autre chose, dans les choses améliorées, peut-être, on n'a pas parlé plus que ça, c'est sa capacité. Alors, c'est un garçon qui fait beaucoup de passes, mais c'est aussi un garçon qui perd beaucoup la balle. Est-ce que c'est inquiétant? Oui, globalement, mais je t'ai envie de te dire que non aussi, parce que je pense qu'en NBA, il aura beaucoup moins le ballon que de ce qu'il a à Michigan. Son taux d'usage à Michigan est de 25 quasiment. Ouais. Il n'aura pas ça en NBA, clairement. Donc c'est inquiétant, oui, mais je peux te dire que pas forcément de par ça et de par qu'il va jouer avec des meilleurs joueurs aussi. Donc certes, après 4 pertes de balles par match, c'est compliqué, quoi. Mais je suis pas. Moi aussi, ça me saute aux yeux, mais honnêtement, je suis pas tant inquiet que ça parce que je pense que son rôle sera complètement différent en NBA. Hugues, peut-être que tu peux nous donner du contexte par rapport à ces pertes de balles. Parce que toi, tu Ouais, dis que justement, il perdait très peu la balle sur le pick and roll. Donc, il a vraiment un type de perte de balle qu'il doit faire assez souvent, non? c'est ça, c'est surtout sur des types de possessions. J'ai beaucoup bouffé de matchs de Michigan pour Danny Wolf. Enfin, vraiment, genre, j'adore le joueur. Et ils ont eu beaucoup de matchs très serrés. Et plus le match devient serré, et plus la possession, on est en fin de possession, et plus on lui donne la balle en disant crée, et lui il panique. Donc, on en parlait avec Manu. Il y a beaucoup de dribbles sur place, beaucoup de sur-dribbles en essayant de créer quelque chose. Et de mauvais choix qui sont faits où il enchaîne les turnovers. Notamment là j'ai le match contre Arkansas dans les yeux où il fait je crois il perd trois ballons sur le match d'affilée sur du clutch time et du coup ils perdent le match et ça Manu je le rejoins, il aura pas forcément cette pression, cette responsabilité au niveau du dessus et que s'il doit toucher le ballon en fait il sera en finition d'action ou en créateur secondaire sur un système et on lui dira pas bon bah écoute il nous reste 2 minutes à jouer bah, joue tous les pick and roll comme une star arrière et ça va le décharger de responsabilité et à Yale il y avait beaucoup de ça aussi je préfère avoir un joueur qui tente des choses et qui rate des choses assez exotiques plutôt que d'avoir un joueur qui ne n'essaie rien et je fais pas un tacle glissé à Ace Bailey mais je fais un tacle glissé à Ace Bailey j'ai même pas dit son nom de la même manière 2 fois d'affilée ça vous montre le peu de respect que j'ai pour lui mais voilà je trouve que c'est ultra intéressant pour lui et son coach qui est un coach gagnant le laisse faire et a confiance en lui et donc je pense que c'est un vrai marque de talent et de gage de qualité sur ce que le garçon est capable de faire et sur comment il va se réguler au fur et à mesure. Avant de passer à la projection, on va parler un petit peu des shade-off, à qui peut vous faire penser à l'étage supérieur ou comme autre prospect. Celui qui a quand même déjà des surnoms, hein. J'ai vu le Jewish Jokic, le Wolfbird comme surnom le concernant. Manu, qui tu vois? Ah, Bah, j'aimais bien ce que Hugues a dit sur ce Brook Lopez. Bon, pas le, c'est un pauvre, on dirait Brook Lopez du pauvre, on va dire, parce qu'il n'avait pas cette capacité. Enfin, Brook Lopez défensivement, c'était juste incroyable. Dans son année, il fait quoi? Il fait Stanford, lui. Et les premières aux Nets, c'est quand même high level. Mais j'aime bien dans le contexte rôle plus fin Brook Lopez que début. Et autrement, il y a un autre nom moi, qui me plaît
de ce que je vois au OKC, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes. C'est Isaiah Hartenstein, qui pareil a cette qualité de défense switch pick and roll, un peu cette capacité à la passe aussi. Il tire un peu moins, voire pas du tout Hartenstein. Donc il y a quelque chose qui peut ajouter, mais dans le rôle, je trouve que cette capacité aussi au niveau défensif, où je trouve qu'il se rapproche un petit peu. Hugues, tu le vois comment? D'habitude, je suis avare de discussion. Là, je suis un peu joker et je vais pas dire Jokic en disant joker. Franchement, compliqué parce que j'ai envie de croire que ce gars va encore me sortir des passes incroyables au niveau du dessus et pouvoir jouer des pics et trouver des coéquipiers. Donc, je vais pas me risquer à un non pour une fois. Je vais me taire de façon avisée. Mais j'ai trop hâte de le voir et allons-y, draftons-le. Annonçons où on le place, que je le mette top 10 par pitié, s'il vous plaît. Allez, on y va. Est-ce que dans la production, c'est pas un garçon qui peut faire un petit peu, je parle pas de type de jeu, hein, mais dans l'aspect productif, à noircir un petit peu la feuille de match, il peut pas être un petit peu dans du Damotas Sabonis, capacité à faire des passes, tirer, etc. Même peut-être sans doute un meilleur shooter à terme. Peut y avoir un petit peu de ça. Enfin, en tout cas, moi, je le projette peut-être un petit peu comme ça. On va partir donc sur la projection. À quel niveau de la draft vous le voyez partir en juin prochain? Je pense qu'il va partir top. Est-ce que je la joue hot take ou pas? Vas-y, moi je vais le faire, donc vas-y. Allons-y ensemble, plongeons Manu. Hot take, je vais être large, mais hot take, je pense qu'il est top 15, il est loterie. Je pense qu'il peut partir loterie. Et si on élargit, c'est clairement un top 20. À minimum, je pense qu'il est 20, en fait, dans une draft. Moi, dans mon board, il est 15, pour l'instant. Ouais, loterie. Je le prends loterie. Je projette tout avec le tir. Ma seule interrogation, c'est vraiment rôle défensif. 4-5. Est-ce que protecteur de cercle ou lame secondaire dans une zone où il serait exceptionnel dans une zone? Mais c'est ma seule question. Tout le reste, j'y crois. Je crois dans le tir, je crois dans le dribble, je crois dans la passe, je crois dans l'efficacité, dans la créativité. Donc franchement, ce genre de profil, vraiment. Alors c'est notre QV, hein, mais Alex Sarr l'an dernier, il est parti 2. Hein, et il fait beaucoup de choses qu'Alex Sarr fait et il fait beaucoup de choses qu'Alex Sarr faisait pas aussi. Donc je dis pas qu'il le regarde dans le blanc des yeux tout de suite, notamment défensivement parce que Sarr a une mobilité de fou, mais je pense que ça se joue. Donc moi je peux y aller loterie et je peux y aller dans mon top 10, il faudra que je mette en place plus de choses, mais une équipe qui se dit j'ai besoin d'un grand qui fait plein de choses et qui a du talent. Une fois que j'ai passé les meneurs de jeu, là, je sais partout, là, les Harper, les Demine, tous ces gars-là, le premier qui va m'apporter de la créativité comme ça, encore une fois, c'est pas Bailey, c'est Danny Wolf. Donc, je peux y aller très très haut. Ouais. Eh bien, messieurs, je crois qu'on a été exhaustif. La preuve étant qu'on est quasiment à la demi-heure, rien que pour ce joueur, c'est vous dire si on y croit quelque part, parce que sinon on aurait été beaucoup plus bref s'il n'avait pas autant de qualité. Donc Danny Wolf, évidemment, un nom à retenir, à cocher. Michigan, une équipe à regarder cette année. Et puis nous, on se dit, comme d'habitude, à très vite. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez aussi, parce que nous ne sommes pas ennemis du débat. Et puis on se dit à très vite. Des bisous, bye bye.